Chers amis auditeurs, bonsoir. Alors après la pause estivale, nous nous retrouvons pour une nouvelle série d'émissions Fréquence Orage d'Acier, donc sur les antennes de Fréquence Orage d'Acier et également repostées par nos camarades de Radio Méridien Zéro. Vous aurez remarqué d'ailleurs que désormais Méridien Zéro n'est pas seulement une émission, mais est devenu une radio avec un serveur à lui. Salut malgré tout à nos camarades de Casapang qui nous ont hébergés pendant si longtemps. Alors ce soir, une émission un peu spéciale. J'ai demandé à Chinois et à Anne de venir nous parler un peu de leur passion pour l'Indochine, parce que c'est vrai que c'est une passion française assez partagée en fait, et elle est très partagée parmi les militants nationalistes. Cette espèce de nostalgie, cette espèce de goût pour l'Extrême-Orient. C'est souvent un Extrême-Orient rêvé, un Extrême-Orient fantasmé, dans ce qu'on a appelé aussi le mal jaune, hein, pour citer l'Artéguy. Donc on va évoquer cette passion de l'Indochine après ce petit bobino. Je donnerais cher pour pouvoir allumer une cigarette. Quel pays? Ça c'est vrai, quel pays. Vous pouvez pas savoir, il n'y a pas 15 jours que vous êtes là. Moi je l'aime bien ce pays. À ce dernier séjour, au lieu de 27 mois, j'ai réussi à en tirer 33. Et j'ai aucune envie de rentrer en France. Les pertes de l'ennemi se chiffrent à 1200 tués et 3200 prisonniers. 600 villages sont libérés du joug Viet Minh et 400 000 personnes se rallient sous notre protection après l'élimination des cellules politico-militaires communistes. N'oubliez pas, pensez à vos camarades qui luttent à 13 000 km de leur patrie. Ils luttent pour vous et souvent leur sang coule. Pensez à ce que sera leur Noël de combat dans l'herbe à éléphants des montagnes Thaï ou dans la boue des rizières. Pensez à ceux qui seront blessés. Et je me suis dit, ça c'est peut-être ma dernière chance. Peut-être que cette porte s'ouvrira. Je me suis demandé comment on pouvait rentrer au service cinématographique des armées. Il fallait s'engager, volontaire pour l'Indochine et tout ça, ce que j'ai fait. Ils m'ont essayé, et puis ils ont dit, bon, ça marche, on l'envoie. Ce qui a été ma chance, hein, parce que ça m'a ouvert vraiment le cinéma. Il fallait commencer par se rendre à l'ennemi. Ils avaient déjà un Allemand qui était capitaine dans leur armée et c'est à lui qu'ils nous ont amenés. On lui a dit qu'on voulait passer de leur côté, qu'on en avait ras-le-bol de la Légion. französischen Imperialisten gegen das um Freiheit und Unabhängigkeit kämpfende Volk Vietnams missbraucht. Verlasst die Sklaverei der Fremdenlegion, geht zur vietnamesischen Volksarmee über und schafft euch damit die Möglichkeit zur Rückkehr in die Heimat. Et alors à l'époque, on tournait avec des films, ce qu'on appelait des films feu, hein, ils pouvaient brûler. Et quand Dien Phu j'ai détruit et ma caméra et mes films, je leur ai mis le feu. Et ça brûlait. Lors des opérations, on était avec les soldats et par la suite, quand on était prisonnier, on a connu le fin fond de la misère humaine. Donc c'était une expérience formidable. En 3 ans, il y a de quoi remplir une vie. À Dien Phu, on a reçu l'ordre de détruire nos armes. J'ai détruit, moi, ma caméra. Et de détruire mes munitions. Détruire nos munitions, moi, j'ai détruit tous mes films. Sauf 6 bobines que j'ai gardées parce que je voulais m'évader et que je pensais pouvoir les planquer avant de m'évader. Ce que j'ai réussi. Et je me suis évadé avec mon ami Perrault. Ce que j'ai à dire sera simple et sera court. Depuis mon âge d'homme, Monsieur le Président, j'ai vécu pas mal d'épreuves. La résistance, la Gestapo, Buchenwald, 3 séjours en Indochine, la guerre d'Algérie, Suez, et puis encore la guerre d'Algérie. Nous avions reçu une mission claire. Vaincre l'adversaire,
maintenir l'intégrité du patrimoine national, y promouvoir la justice raciale, l'égalité politique. On nous a fait faire tous les métiers, oui, tous les métiers parce que personne ne pouvait ou ne voulait les faire. Nous avons mis dans l'accomplissement de notre mission, souvent ingrate, parfois amère, toute notre foi, toute notre jeunesse, tout notre enthousiasme. Nous y avons laissé le meilleur de nous-mêmes, nous y avons gagné l'indifférence, l'incompréhension de beaucoup, les injures de certains. Des milliers de nos camarades sont morts en accomplissant cette mission. Alors, Chinois, bonsoir. Bonsoir. Anne, bonsoir. Bonsoir. Alors, Anne nous avait fait le plaisir d'intervenir lors de notre émission sur la signification des pèlerinages. Donc, vous allez reconnaître sa voix radiophonique. Je suis très sensible aux voix féminines, en particulier celles qui ont des qualités radiophoniques. Et je crois que c'est ton cas, Anne. Donc, merci d'être là ce soir. Alors, premièrement, ça peut étonner un peu, de prime abord, qu'une jeune femme comme toi s'intéresse à l'Indochine et même à ses aspects les plus virils, puisque je crois que tu t'intéresses aussi à tous les aspects militaires de la présence française en Indochine. Alors pourquoi cette passion, Anne ? Pourquoi ? Alors tout d'abord ça a commencé avec Par le sang versé de Paul Bonnet-Carrère. C'est le premier ouvrage que j'ai lu sur ce sujet. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelques-uns des acteurs justement de cette époque. Et c'est un sujet surtout qui n'est jamais abordé, qui était totalement inconnu, on en parle très peu, ou on en parle mal parfois. Et donc je me suis lancée un peu là-dedans pour voir ce qu'il en était, et c'est une aventure assez passionnante. C'est beaucoup d'exploits de la part de l'armée française à l'époque. C'est l'époque où on a eu sans doute les meilleurs, de tous les fronts ils étaient là. C'est l'Asie, c'est un peu ce monde féerique. Tu t'es laissé piéger finalement par les charmes de l'Extrême-Orient. Un peu oui, on peut dire ça comme ça. D'accord. Et est-ce que cet univers t'a poussé jusqu'à présent à pousser l'aventure jusqu'à te rendre sur place ? Non. J'ai fait un repérage parce que j'ai des amis qui l'ont fait justement, qui sont allés sur tous les hauts lieux de cette guerre. Et je fais du repérage. Je me suis pas mal renseignée. Et je sais que j'irai un jour justement pour retourner sur des lieux qui sont pour certains totalement préservés puisque en haute montagne. Donc pour l'instant les paysages sont les mêmes. On peut tout retrouver. Alors, Chinois, autre chroniqueur pour cette émission, toi tu es dans un cas particulier, ton nom l'indique d'ailleurs, tu es carteron de Viette, donc évidemment la passion pour l'Indochine vient peut-être aussi pour des motifs plus personnels, plus intimes, plus familiaux, mais est-ce que tu as eu toi l'opportunité de te rendre sur place ? J'ai eu la chance récemment d'y aller en avril pour voir les restes de ma famille qui étaient présentes là-bas et pour que mon père me montre, mon père qui est donc moitié français, moitié vietnamien, qu'il me montre vraiment ce qu'il en est, quels sont les paysages et que finalement ça reste indélébile. Le goût français pour l'Extrême-Orient n'est pas une chose nouvelle. Il y a une figure littéraire qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est évidemment le nom de Malraux qui vient en tête. Deux romans en particulier, La condition humaine bien sûr et Les Conquérants qui se passent en Extrême-Orient. On imagine aisément ces deux romans dans des décors à la fois de bois laqué, de brocart, d'or, d'odeurs, de fruits trop mûrs, de l'humidité des rizières et puis aussi ce soleil écrasant de midi et cette fraîcheur de la nuit que nous ont rapporté tous ceux qui s'y sont rendus, anciens combattants ou touristes d'occasion. Je crois que cette œuvre littéraire, ces deux romans ont beaucoup marqué une jeunesse au milieu du siècle, dès les années 30, puisque c'est à cette époque que Malraux écrit les Conquérants et La condition humaine. Et je crois que ça a quand même contribué très largement à un goût de cette jeunesse française du milieu du siècle pour l'Indochine. Mais pas seulement, on sait aussi tous que nos aînés lisaient ces collections de romans un peu à dessous, d'aventures dans le Far West, d'Indiens, et puis ces cartes qu'il y avait dans les classes à l'époque, ces cartes maculées de rose marquant la présence française outre-mer, et qui étaient ces grandes taches roses immenses sur cette carte, qui évidemment évoquaient l'aventure pour tous ces jeunes gens, qui pour certains ont d'ailleurs épousé l'aventure coloniale, soit comme administrateurs, soit comme militaires, comme commerçants. Parce qu'on l'oublie aujourd'hui, parce que c'est un continent entièrement disparu, mais l'Indochine, ça a été aussi une présence économique importante. À Saïgon,
à Hanoï, il y avait d'importantes titres de presse francophones, toute une économie, l'EVA, mais aussi des produits plus surprenants comme le vin, les cacahuètes chinois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de cette présence, de ce qu'on vous a rapporté, ou de ce que vous avez pu lire sur cette présence française, je dirais des débuts, suite aux guerres de l'opium, la présence assez ancienne de la France sur ce continent, l'alliance elle aussi très très ancienne, puisque je crois qu'elle remonte au moins au XVIIIe siècle, avec les grandes familles régnantes d'Annam, du Siam aussi, et puis de toute cette région. On peut aujourd'hui voir, avec la présence française et la tradition qui s'en est imposée, qu'il y a encore aujourd'hui donc les cacahuètes, le café, parce que il faut savoir que le Vietnam est le premier producteur mondial de café, et puis aussi, j'ai pu découvrir la bière du Tigre, qui est donc écrite en français et qui est présente là-bas depuis 1883. Outre l'EVA, voilà toutes les différentes productions qu'il y avait dans ce pays, qui est assez riche finalement. Et c'est un produit qui est très généreux en matière agricole. Je crois qu'il l'était lorsque les Français y sont venus, et je crois que malgré l'administration délirante de la bureaucratie communiste vietnamienne, finalement quelque chose de tout ce savoir-faire agricole et industriel est resté. Oui, tout à fait. Et même j'ai envie de vous dire, alors que je suis un anticommuniste, ce sont des communistes pragmatiques, c'est-à-dire qu'ils sont très stricts sur beaucoup de choses, notamment les libertés politiques, alors qu'en matière de liberté d'entreprendre, ça n'a rien à voir avec la France. C'est-à-dire que ici, c'est la France qui est communiste, et c'est le Vietnam qui n'est pas non pas libéral, mais qui laisse une liberté d'entreprendre qui est quand même extraordinaire, en disant tout le monde doit travailler, puisque la tradition veut que les feignants, les mendiants ne sont pas des gens qui sont vraiment acceptés dans la société. Tout le monde doit travailler. Alors il y a cette présence ancienne, on l'a évoqué, de la France en Extrême-Orient, avec cette alliance avec les maisons régnantes. Anne, est-ce qu'il y a un souvenir, peut-être d'une lecture qui vous revient à ce sujet sur la présence française? Je crois que la langue, l'écriture vietnamienne, je crois, est le fruit de cette présence coloniale. Alors sinon français, je crois portugais. Je crois que c'est un missionnaire portugais. Alexandre de Rhodes. Qui était d'origine portugaise, c'est ça? Oui, c'était un jésuite, effectivement. Qui a en fait créé l'écriture, la transcription de la langue vietnamienne avec des lettres latines, ce qui est une exception dans l'ensemble de l'Asie, puisqu'ils avaient tous à peu près leur écriture de type asiatique, souvent inspirée d'ailleurs des idéogrammes chinois, encore qu'on trouve des écritures aussi très différentes en Thaïlande et ailleurs, en Corée. Mais enfin, il y a finalement cette marque de la présence coloniale jusque dans la langue vietnamienne. C'est pas anodin. Alors, certains de nos camarades qui sont indifférents à l'aventure coloniale pourraient dire qu'on se fiche un peu de tout ça, mais en réalité, un des intérêts de cette émission, c'est aussi de montrer que les Européens sont un peuple de conquérants, qu'ils veulent toujours aller voir de l'autre côté de la montagne. Il faut toujours qu'ils traversent la mer pour voir ce qui s'y passe. Et ça, c'est une spécificité européenne qu'il faut quand même souligner. Et puis aussi, la curiosité et cette capacité finalement à s'assimiler et les apports, le meilleur des autres civilisations, en essayant justement de prendre cette richesse qui peut être trouvée, et ça on peut pas le nier évidemment, dans les hautes cultures d'Asie et d'Extrême-Orient. Il y a cette présence européenne, je le disais, cette présence française surtout en Indochine, et puis il va y avoir l'indépendance. C'est quand même le grand tournant. Alors, on peut peut-être faire quelques rappels historiques sur les conditions en fait qui ont donné naissance à l'indépendance. Je rappelle que la France est occupée pendant la guerre, qu'en 1944, la guerre n'est pas tout à fait finie en Europe. L'amiral Decoux, qui est l'administrateur français pour le compte de Vichy, est mis au fer par les forces de la France libre et de la France combattante, qui se rendent en Indochine dès 1944, fin 44, début 45. Mon grand-père était officier de renseignement à ce moment-là d'ailleurs. Il a croisé les tout derniers éléments de la présence japonaise. On y reviendra tout à l'heure. Anne, qu'est-ce qu'on peut dire de cet épisode de l'amiral Decoux mis au fer? Est-ce qu'il s'est rendu coupable de collaboration active avec la puissance japonaise, par exemple? On peut peut-être essayer de répondre à cette question. Non, je dirais que justement l'amiral Decoux avait réussi à conserver intacte c'était pas d'ailleurs une colonie, parce qu'en soi la seule colonie c'était la Cochinchine, étant donné que l'Annam, le Tonkin c'était des protectorats. Il avait justement réussi à garder la situation relativement stable, et l'intervention des politiques français
Ça a totalement desservi la situation, étant donné que les Japonais sont intervenus dès 1945. Et là déjà, on s'est retrouvé avec en fait pendant 3 mois une certaine absence. Il n'y avait plus personne. Les Japonais avaient réussi. Et le drame, ça a été sans doute l'envoi en fait du corps expéditionnaire. C'était essayer de récupérer une colonie qu'on avait perdue dans les faits à ce moment-là. Et c'est surtout le problème, c'est que personne n'a été d'accord sur la situation et surtout sur ce qu'il fallait faire. Donc, est-ce qu'il fallait intervenir par la force? Est-ce qu'il fallait intervenir pacifiquement? Est-ce qu'on devait d'abord traiter politiquement et après intervenir sur le terrain? Et le problème, c'est que les responsables se sont succédés. En 9 ans de guerre, on a eu pratiquement 9 responsables, que ce soit militaires ou politiques, chacun y allait de sa stratégie. Et finalement, ça a été un échec total, alors que l'Indochine aurait pu pas être conservée, parce qu'on n'aurait jamais pu, mais on aurait pu leur octroyer leur indépendance de manière à garder une certaine... de bonnes relations. Voilà, de bonnes relations, à rester un petit peu présent. Et pas forcément lâcher tout ça à une puissance communiste, évidemment. Voilà. Alors, il y a un autre élément important qu'il faut comprendre, c'est que la mise au fer de l'amiral Decoux va créer une grande confusion politique. Tu le disais à l'instant, Anne. Il va y avoir une sorte de vacances du pouvoir. Pendant 3 mois, évidemment, les Japonais et toutes les puissances, je dirais, asiatistes, pardon pour ce néologisme, mais qui consistait en gros dans un fond de sauce xénophobe à l'égard des Blancs. C'était un ressort racialiste qui visait simplement, sans d'ailleurs trop dévoiler qui étaient les promoteurs de cet asiatisme de nouvelle manière, puisqu'il y avait à la fois les Japonais qui ont poussé dans ce sens dès la fin de la guerre mondiale. Ils sentaient bien qu'ils perdaient pied, donc ils ont laissé des agents d'agitation, propagande derrière eux. Et voilà, mon grand-père m'a raconté cet épisode. Il a croisé les derniers, disons, officiers de renseignement qui faisaient de l'agitation propagande au Vietnam et qui encourageaient déjà le Viet Minh. C'est-à-dire que le Viet Minh était déjà un client de la puissance impériale japonaise sur le déclin. Le Viet Minh, on va y revenir tout à l'heure, s'est vendu à peu près à tout le monde. En tout cas, le sentiment nationaliste, entre guillemets, et xénophobe a servi de masque à des intentions moins nationalistes qu'elles n'étaient affichées. Anne. Oui, effectivement, parce que sous prétexte d'une révolution nationaliste, en réalité, c'est le Parti communiste qui a essayé de prendre le pouvoir. Et donc finalement, ces Indochinois qui, pour certains, étaient de vrais nationalistes, voulaient l'indépendance de leur propre pays, se sont fait massacrer par les communistes qui avaient profité de la situation pour prendre le pouvoir sur tout le monde. Et donc en réalité, il y a eu plusieurs guerres d'Indochine. Il y a eu une guerre nationaliste et une guerre entre nationalistes et communistes sur le terrain. En plus, il y avait la présence donc des Français. Et c'est plusieurs guerres, c'est plusieurs fronts, c'était plusieurs enjeux. Et c'était pas une guerre de front toute simple avec 2 ennemis face à face. C'était des intérêts pour tout le monde. On va y revenir, mais je crois qu'on peut aussi dire de cette guerre d'Indochine et de ses suites dans la guerre du Vietnam qu'elle a été à la fois une guerre d'indépendance nationale, dans laquelle se sont d'ailleurs impliqués des nationalistes, jusqu'à l'État d'ailleurs croupion, l'État fantoche du Sud-Vietnam, qui aurait d'ailleurs, j'aurais souhaité que les choses aillent différemment et que ce soit un État qui sont une véritable indépendance et autonomie dans sa manière d'agir pour garantir justement la liberté de ses peuples, mais ça, il en a été autrement. Mais c'est aussi une guerre donc à la fois d'indépendance pour les nationalistes, c'était une guerre révolutionnaire pour les communistes, mais ça a aussi été une guerre de conquête du nord sur le sud chinois. Oui, effectivement, enfin, il faut comprendre que les Nord-Vietnamiens, on leur avait fait la promesse, on leur avait dit allez dans le sud. La plupart étaient bien sûr un peu politisés parce qu'il y avait la propagande, mais on leur a dit vous irez dans le sud, vous aurez des terres. Vous aurez des terres et vous aurez à manger. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 75 quand les Américains sont partis, c'est qu'ils sont arrivés, ils ont déboulé en disant j'ai posé mon sac, maintenant c'est à moi. Et même aujourd'hui, il est impossible de les déloger. Et on les voit, enfin je vais vous donner une anecdote, c'est vraiment anecdotique, mais à l'aéroport, ils passent avec c'est même pas des valises, c'est des cartons, ils passent devant vous parce qu'ils ont tous les droits. C'est exactement ça. Donc finalement, c'est une sorte de revanche, un peu comme celle que nous avions en France pour l'Alsace-Lorraine. Exactement. Les esprits revanchards, c'était exactement ça. Donc il y avait en fait, c'est une sorte de mélange entre le nationalisme, parce qu'ils étaient quand même profondément nationalistes, le communisme, et puis bien sûr une vision très pragmatique, mais surtout terre à terre, en disant je veux de la terre, je veux manger. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des intentions impérialistes à l'intérieur même du Vietnam, du nord sur le sud. Je crois, Chinois, vous-même, on avait déjà discuté de ça hors micro, que des militants sincères communistes du sud, qui ont dérouillé quand même contre les Français, contre les Américains,
ont dû céder des places et parfois même ont été dénoncés ou mis en camp pour s'être opposés à la volonté de certains militants venus du Nord. Finalement, c'était celui qui était le commissaire du Nord qui avait le plus de pouvoir. C'était exactement comme ça que ça se passait, et les militants du Sud, hormis peut-être quelques-uns, mais on le voit encore aujourd'hui, les figures telles que Ho Chi Minh, telles que le général Giap aussi, qui a été, à mon grand regret, célébré par le gouvernement français et le ministre Fabius, ce qui est incroyable, mais ce sont quand même des hommes du Nord, il ne faut pas l'oublier. Il y a quand même très peu d'hommes du Sud qui ont été reconnus. Alors ça c'était un petit peu les conditions de l'indépendance, des causes de l'indépendance, c'est-à-dire de la manière dont les choses se sont embouchées au moment de la mise sous écrou de l'amiral Decoux, qui a d'ailleurs été très largement blanchi par le pouvoir gaulliste. Hein. On l'a très peu dit, mais l'amiral Decoux a été en forteresse, il a été soupçonné en gros d'intelligence avec l'ennemi, et au bout, je crois, d'une procédure de plus de 10 ans, l'amiral Decoux a été entièrement blanchi de toutes ces accusations d'intelligence avec l'ennemi. Il n'a pas fait 10 ans de forteresse, hein, mais il y a eu une procédure longue de 10 ans. Il a été entièrement blanchi, ce qui nous donne aussi une indication sur le sens de la Deuxième Guerre mondiale pour les Français. Selon que l'on était loin ou près de Paris, que l'on était dans les colonies, qu'on était d'ailleurs en Afrique ou en Asie, c'était pas pareil. Si on était à Wallis et Futuna, c'était pas la même chose qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. Quand on était à Londres et Alger, c'était pas la même chose. Et en fait, chaque endroit a vécu la guerre assez différemment finalement, parce que les communications, les nouvelles, puis le climat général des communautés françaises variait d'un endroit à l'autre, et les attitudes étaient très contrastées aussi en fonction, je crois, de ces climats différents. Et donc il s'agit pour nous de ne pas trop se permettre des jugements rétrospectifs à l'emporte-pièce, parce que il est très difficile de savoir d'abord ce que l'on aurait fait dans ces circonstances, et d'autre part il est très difficile de juger, même pour les acteurs de l'époque, de ce qu'ont fait d'autres, parce que ils n'étaient pas au même endroit. Le corps expéditionnaire, Anne, tu en parlais tout à l'heure, va être envoyé en Indochine comme une solution un peu miracle, aussi pour des problèmes français. Le pouvoir gaulliste va envoyer en Indochine finalement toute la bande de reîtres qui ont fait les grandes batailles d'Afrique du Nord, comme Bir Hakeim, ceux qui ont fait de la résistance, ceux qui ont parfois été d'ailleurs même dans les maquis communistes. Bon, je me souviens d'une pièce de collection, je sais que Anne, vous êtes un peu collectionneuse vous-même, j'avais vu un gobelet d'étain de campagne, quoi, d'un gars d'Indochine qui avait gravé la croix de Lorraine et la faucille et le marteau, parce que le type venait des FTP communistes, je crois, du côté de Limoges, et qu'ensuite il a été plus ou moins engagé, parce que voilà, c'était la jeunesse, l'armée, etc. Ils ont en gros été intégrés dans les forces armées françaises, et il a été envoyé en Indochine, combattre d'autres communistes d'ailleurs. On reviendra d'ailleurs sur ces épisodes des communistes français et de leur soutien aux communistes vietnamiens. Mais voilà, il y a eu tout ça, et je crois que le pouvoir gaulliste y a trouvé aussi un moyen de se débarrasser de toute cette jeunesse un peu agitée, en l'envoyant en Extrême-Orient chinois. Ils allaient envoyer au front toutes les têtes un peu brûlées qui, au sortir de la guerre, n'avaient plus d'armes mais avaient envie d'en découdre, puisqu'ils avaient connu l'expérience, ces jeunes hommes, et c'est vrai qu'il y a eu un mélange assez important. On a même eu des anciens nazis qui étaient partis dans la Légion, puisque c'était la DST qui allait les chercher en disant « tu veux être libre, rejoins la Légion ». Et d'ailleurs, il y a eu, je crois, un reportage sur ces nazis allemands qui ont rejoint les maquis communistes au Vietnam. Enfin, voilà. Oui, on va en parler, ça aussi, mais en effet, il y a eu, je crois qu'à l'époque, la moitié au moins de la Légion étrangère était d'origine allemande. Beaucoup, on imagine, d'anciens combattants dans la Waffen-SS, peut-être dans la Wehrmacht, et qui évidemment obéissaient d'ailleurs, et on va l'évoquer tout à l'heure, à des personnages qui parfois avaient été déportés dans des camps pour faits de résistance. Donc des officiers français déportés pour faits de résistance qui commandaient d'anciens Waffen-SS, ça c'est pas piqué des vers. C'est des faits peu connus, ça. Je crois que c'est des choses qui ont piqué aussi ta curiosité, Anne, quand tu lisais là-dessus, de voir des situations comme ça, un peu à angle droit, avec une figure par exemple comme, on va l'évoquer maintenant, Élie de Noix de Saint-Marc, qui était donc ancien résistant, jeune homme, enfin tout adolescent, tout jeune, voilà, dans la résistance française, qui est attrapé pour fait de résistance, déporté à Mauthausen, il me semble à Buchenwald, pardon, déporté à Buchenwald, et ensuite il fait Saint-Cyr, il sort. D'ailleurs, il fait Saint-Cyr, il veut intégrer la Légion étrangère. Et l'anecdote amusante, c'était qu'il devait passer des tests pour être parachutiste. Et en fait, son état physique à la sortie du camp était tel qu'il a envoyé un camarade passer les tests à sa place. Et donc, il est parti en Indochine
Sans avoir sauté. Voilà, surtout sans physiquement, normalement il aurait jamais dû être parachutiste, il pouvait pas. Mais il a fait toute sa carrière sans aucun problème. Et il commandait d'anciens Waffen-SS. Exactement. Et à l'époque, la Légion étrangère a connu un peu une espèce d'apogée dans le sens où elle s'est retrouvée avec les meilleurs éléments des élites, mais venus de partout, que ce soit russes, allemands, français. C'était des combattants comme on n'en a jamais eu dans l'histoire de la Légion étrangère quasiment. Mais je crois que on peut dire que c'était un peu l'âge d'or de la Légion, là. Voilà, c'était l'âge d'or de la Légion, c'était des types qui avaient combattu, qui avaient fait plusieurs guerres pour certains, qui s'étaient battus, qui avaient été cités je ne sais combien de fois. On a énormément d'anecdotes. Il faut lire Bonnet Carrère à ce sujet-là, il en parle beaucoup. Et donc, oui, effectivement, Élie de Noix de Saint-Marc a commandé donc d'anciens SS, mais c'était la Légion, c'était un monde à part. Et un légionnaire, c'est un légionnaire, il sert la Légion avant tout. Et son passé ne regarde personne de toute façon. Bien sûr, parce que pour ceux qui l'ignoraient parmi nos auditeurs, vous savez que quand on intègre la Légion, enfin maintenant c'est un peu plus compliqué, mais à l'époque on pouvait en gros, on vous donnait un nouveau nom, une nouvelle identité, une nouvelle nationalité parfois, et puis on effaçait un petit peu votre ardoise, que vous ayez été un militaire déserteur d'une autre armée ou un criminel de droit commun français. Ou un ancien ministre, c'est arrivé. Ah oui. Un ancien ministre du maréchal Pétain s'est engagé dans la Légion étrangère parce qu'il savait que c'était ça ou se faire flinguer. Et l'anecdote amusante, je me permets de la raconter maintenant, c'est que cet homme, c'était un homme brillantissime, extrêmement cultivé, très intelligent, mais dont personne ne voulait dans la Légion parce que plus de 40 ans, physiquement, c'était pas tout à fait une flèche. Et donc, on l'a gardé parce que c'était un légionnaire comme un autre. Et un jour, je ne sais plus pourquoi, un village vietnamien est incendié. On fout le feu à un village parce qu'ils avaient sans doute aidé les Viet Cong à un moment. Et un des officiers supérieurs se demande comment il va expliquer ça à sa hiérarchie. Et donc il va voir cet homme et lui dit « Bon écoute, tu me ponds un rapport, tu te débrouilles, je veux un rapport pour expliquer pourquoi on a foutu le feu à ce village et je veux pas qu'on me pose de questions. » Et donc ce ministre lui dit « Ok, très bien ». Il fait un rapport et puis parce qu'il avait envie, se dit « Tiens, je vais le traduire en latin ». Et donc, il a traduit un rapport de je ne sais combien de pages en latin, et qui, finalement, en fait, ce rapport est arrivé jusqu'à l'état-major français, conservé maintenant dans les archives militaires, et tout le monde a lu le rapport, aucune faute en latin, impeccable, magnifique. Par contre, personne n'a jamais su pourquoi on avait brûlé le village. On ne s'est pas posé la question. Je crois que cet épisode de la guerre d'Indochine regorge les ouvrages de Pierre Sergent, de Louis Stien que tu me donnais tout à l'heure, Anne, ou évidemment d'Élie de Noix de Saint-Marc, regorge d'anecdotes les plus baroques les unes que les autres. Je pense là à un de nos camarades dont un des grands-pères servait en Indochine et qui était connu aussi pour sa hardiesse et sa folie. Les jeux idiots entre soldats, parce qu'il faut rappeler que le corps expéditionnaire, ce ne sont que des jeunes hommes qui sont des soldats de métier. Il n'y a pas d'appelés, il n'y a que des soldats de métier, c'est le principe du corps expéditionnaire, et ils ont tous entre 17 et 24 ans, quoi. Je veux dire, non mais la troupe, c'est ça, c'est les gamins. Les officiers étaient très jeunes, étant donné que c'était cette génération qui avait déjà connu la Seconde Guerre mondiale. Et qui avait grandi sous le feu, donc qui avait gagné ses galons au feu. Donc c'était des hommes qui étaient habitués à la guerre, et il faut dire que on peut pas dire qu'ils étaient fous, c'était la période, c'était l'époque, et c'était surtout l'ambiance qui faisait que ces hommes risquaient leur vie chaque jour. Chaque jour, il y avait les Vietnamiens, le Viet Minh attaqué. Chaque jour, il y avait des morts. Et donc, fallait penser à autre chose, fallait décrocher de cet état d'esprit. Et c'est là qu'on a vu des choses, des paris stupides, des choses insensées. Et puis des actions coup de poing, des actions commando suicidaires qui réussissaient. Enfin, c'était l'audace de la jeunesse finalement. Et parce que le Viet Minh ne comprenait pas, se disait mais soit ils sont complètement fous, soit il y a un plan, il y a un plan. Oui. Et en fait non, c'était parfois juste 4 ou 5 hommes qui avaient fait un pari. Ou tout simplement un officier qui se disait maintenant on fonce, on y va et avec l'effet de surprise on va s'en sortir. Je pense à certaines manœuvres là qui sont racontées dans ces bouquins. Vous pourrez retrouver tout ça et encore une fois dans les bouquins de Noix de Saint-Marc. Anne, tu peux me rappeler les autres auteurs? Alors il y a Paul Bonnet Carrère, Louis Stien, Mattei qui a lui-même écrit un bouquin. Il y a des bouquins de Lartegui aussi, je crois, sur l'Indo. Il n'a pas écrit que sur l'Algérie.
Alors il y a évidemment Le Mal jaune qui est un petit peu ce bouquin sur ce concept qui nous réunit ce soir, cette espèce de nostalgie, même pour ceux qui n'y ont pas vécu. Moi je sais que mon grand-père par exemple qui a fait un peu toutes les campagnes de l'armée française entre 40 et 75 me disait que de tout ce qu'il avait vu sur cette planète, lui qui était marin, le Vietnam était ce qui lui laissait la plus grande nostalgie. Et nous-mêmes qui n'avons pas connu cet endroit, ni toi ni moi, Anne, on a une espèce de grande nostalgie à simplement évoquer ce nom d'Indochine avec ses paysages de la baie d'Along, ces collines baignées de brume, ce qui ressemble, Dieu est le plus grand des peintres asiatiques qui existent, c'est du Tsumiye divin, n'est-ce pas? Dieu nous gratifie de ces merveilleux paysages d'Indochine. Chinois, toi qui y as été, peut-être tu peux nous en dire un mot de ces paysages qui nous marquent tant, alors même que nous ne les avons vus que sur des supports photographiques ou dans des films. Déjà pour dire, moi j'ai le mal jaune. Enfin, je le cache pas, alors que je n'ai pas été militaire, je n'ai pas été dans un corps expéditionnaire, mais j'ai le mal jaune. Et ce sont des paysages qui sont juste incroyables. Effectivement, quand vous partez, vous pouvez prendre une moto ou un vélo et vous voyez ces montagnes et ces rizières qui sont juste à côté de vous, ces buffles qui passent dans les rizières. Ce sont des images qui sont imprimées tout au long de votre vie. Personnellement, moi je vais vous dire quelque chose. Le tombeau de ma famille est au flanc d'une montagne. Au flanc d'une montagne, et en fait il donne sur l'autre versant des montagnes. C'est-à-dire que à dos du tombeau, il y a à 20 km le Laos, et en face, il y a toute cette chaîne de montagnes. Et cette vision-là, elle est juste angélique. Et là, on pense vraiment que vous, auditeurs, ne soyez pas forcément catholiques. Ça, c'est pas le débat de ce soir, mais c'est juste de dire qu'effectivement, là, on peut se dire qu'il y a forcément un créateur. C'est obligatoire. Cette brume, mais bon, la chaleur est horrible. Ça, il faut le dire. L'humidité, elle est à plus de 90% tous les jours. Mais hormis ça, vous allez voir les plages qui sont encore aujourd'hui, dépêchez-vous d'y aller parce que après elles seront bétonnées, mais elles sont magnifiques. C'est surtout effectivement ce que vous disiez, Monsieur K, sur les questions de ces rizières, des passages que vous avez. Puis les noms qu'ils leur donnent aussi, ce sont des noms qui sont forcément très poétiques. Vous avez le col des nuages, la montagne des singes, la rivière aux 5 parfums. Ce sont forcément des choses qui vous interpellent. Ouais, ce sont des noms très évocateurs et des paysages de rêverie parfois même baignés d'opium. C'est envoûtant. C'est envoûtant, totalement. Et je crois que peut-être c'est ça qui explique cette passion un peu mystérieuse des Français pour l'Extrême-Orient. Et une passion qui ne se dément pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui soit se rendent par le biais d'organisations non gouvernementales comme Enfants du Mékong ou qui prennent leur sac à dos et à 4 ou 5 vont arpenter les chemins jusqu'à Angkor Wat, ce merveilleux temple qui est, je crois, aujourd'hui sur le territoire cambodgien, mais qui à l'époque était encore l'Indochine. Donc ces villes au milieu de la jungle, de civilisations disparues, tout ça évidemment ne peut que nous laisser rêveurs. Alors je vous propose qu'on fasse une première pause musicale. On écoute. Dans le port de Saïgon est une jonque chinoise, mystérieuse et sournoise, on ne connaît pas son nom. Mais le soir dans l'entrepôt, quand la nuit se fait complice, des Européens se glissent, cherchant des coussins profonds. Opium, poison de rêve, fumée qui monte au ciel. C'est toi qui nous élèves au paradis artificiel. Je vois le doux visage, les yeux de mon aimé.
après cette pause musicale, nous reprenons nos échanges donc pour cette émission Fréquence Orage d'Acier spécialement consacrée à l'Indochine. Donc souviens-toi de l'Indochine. Nous étions en train de parler hors micro avec Anne et Chinois de la pratique des communistes qui ont fait prisonnier des Français de ce corps expéditionnaire, des officiers, des soldats aussi, et qui les soumettaient dans des camps spécialement dédiés aux prisonniers français à un traitement totalement inhumain qui dénote bien une sorte de confluence entre le communisme qui est le règne de la violence et du mensonge, le violence et le mensonge et la délation. Donc ça, c'est les pratiques communistes, je dirais, qu'on trouve sous toutes les latitudes, de Cuba jusqu'à la Corée du Nord, mais qu'on va aussi croiser là, dans cette expérience communiste vietnamienne, avec le tempérament asiatique qui, je crois, du fait de l'absence de la figure de la personne humaine qui a été promue par le christianisme en Europe, s'est montré peut-être plus brutal encore, si c'était possible, que les communistes sous nos latitudes. Anne, est-ce qu'on peut décrire un petit peu les traitements justement qui étaient infligés à ces officiers, à ces soldats français? Je rappelle juste pour mémoire que nos camarades de Méridien Zéro ont consacré une émission entière au traitement de la question des prisonniers français dans les camps Viet Minh, donc on va pas s'y attarder trop longtemps, mais je voudrais quand même qu'on en dise un mot. Déjà, on peut sortir, pour commencer, un chiffre, c'est 70%. 70%, c'est le taux de mortalité en camp de rééducation, Viet Minh, parce que c'était des camps de rééducation. Un officier français a été en camp de concentration nazi. Lors de la guerre d'Indochine, il a connu les camps Viet Minh, et après, à son retour en France, quand il en a parlé, il a dit: dans les camps nazis, on nous a détruits physiquement. Dans les camps Viet Minh, on nous a détruits et physiquement et moralement. C'est-à-dire que dès le départ, de toute façon, pour ces camps de rééducation, on séparait officiers, sous-officiers et soldats. Et là, on allait les détruire, donc on les affamait, on ne les soignait pas, aucun médicament, on les a laissés mourir. Et surtout, c'était de la doctrine tous les jours. C'est-à-dire que les hommes étaient soumis à une espèce... C'était de la critique, de l'autocritique. Et c'était finalement des hommes qui pour certains, n'adhéraient pas, mais se disaient, soit on fait semblant d'adhérer et on a peut-être une chance infime de sortir vivant, soit on dit non, on essaie de s'échapper, et là on sait que c'était une mort certaine, puisque les camps étaient situés à la frontière avec la Chine, et donc c'était impossible pour un homme d'arriver à atteindre ce que ce soit une terre de refuge, quoi. Une terre de refuge, oui, ils étaient isolés. Donc ils étaient soumis à la fois aux intempéries, aux maladies. Donc là, évidemment, on peut évoquer malaria, dysenterie, choléra, enfin toutes les joyeusetés qu'il y a évidemment dans ce genre aussi de camps, du fait par exemple de la promiscuité, mais aussi, je crois, du climat pas très clément du Nord-Vietnam, parce que justement il y a à la fois la saison de la mousson. Je crois que là aussi on le voit dans certains films, on le voit dans par exemple Voyage au bout de l'enfer, qui évidemment là c'est les officiers américains, mais c'est exactement les mêmes genres de choses. Et puis il y a un documentaire très beau, Anne, que tu as eu la gentillesse de me prêter, qui s'intitule C'est Face à la mort. Face à la mort, qui revient avec des témoignages justement d'officiers et de soldats français qui ont été dans ces camps de la mort, en fait. Il n'y a pas d'autre mot, c'est des camps de la mort, avec peut-être en plus ce supplément d'âme qu'ajoutent les communistes à l'expérience totalitaire nationale-socialiste, qui était l'immixtion en fait dans l'esprit des hommes dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette volonté de réduire à néant la conscience, le quant à soi, l'intériorité, le château de l'âme dont parlait Sainte Thérèse d'Avila. Alors il y a des camarades qui nous ont rejoints en demi-spectateurs. Alors Olivier, un commentaire. Oui, moi je suis très marqué par ce que vous dites, et notamment sur la question du bourrage de crâne. Il faut rendre hommage aussi à nos officiers, à nos soldats qui ont vécu ces heures d'enfer dans les camps Viet Minh, et qui ont résisté aussi par l'esprit français. Et je sais que je vous en parlais tout à l'heure, parce que j'ai lu un vieux numéro d'Historia où il y avait un témoignage d'un prisonnier des Viet Minh, et il faut savoir qu'à l'époque, on leur faisait fêter la fête de la femme. Ça nous fait penser d'ailleurs à Philippe Muret et à certaines choses actuelles. Et les officiers français... C'est-à-dire dans l'enfer du camp... Dans l'enfer du camp, on leur faisait célébrer la fête de la femme. Et ils avaient décidé de mettre une grande banderole « Vive les femmes du monde ». Voilà. Oui. Je trouve que cet humour, malgré les conditions terribles dans lesquelles ils étaient, malgré les maladies, malgré la faim, malgré le bourrage de crâne permanent stalinien, parce que tout ça se passe entre 51 et 54, eh bien l'esprit français demeurait chez les officiers. Chinois ?
Oui, juste pour dire, effectivement, les militaires français ont vécu des choses horribles là-bas dans les camps de rééducation, mais ça touchait non seulement les militaires, mais aussi les civils. Et pour anecdote personnelle, mon père est parti en orphelinat en France, parce que s'il restait là-bas, il partait dans un camp de rééducation. Donc c'est pour dire un peu le bourrage de crâne qui s'étend vraiment à toute la population. Toute la population. Anne. Je pense qu'il faudrait citer maintenant un livre qui a été écrit par un ancien justement rescapé des camps Viet Minh. C'est Claude Bellé qui a écrit Camp 113. Donc il a été interné dans un camp, le camp d'ailleurs où était présent Boudarel. Donc un homme dont il faudrait quand même parler un petit peu. Alors on peut peut-être rappeler qui c'était. Donc c'est un militant français communiste. Qui a été en camp. Qui était professeur, je crois, de formation. Tout à fait. Qui est responsable de très nombreux morts. Qui est revenu en France après cela. Qui n'a jamais été embêté et qui a continué à enseigner. Qui a continué à enseigner en fac. Et c'est un ancien rescapé d'un camp qui l'a reconnu, qui a fait appel à son officier et qui lui a dit j'ai reconnu un homme, je sais qui c'est. Il était dans le camp avec nous et il a laissé nos camarades mourir. Oui, lui, il était en fait commissaire politique de ce camp à destination, je crois, principalement des officiers. Et qui, lui, était donc un militant communiste français qui a rejoint le Viet Minh par solidarité idéologique avec le combat de libération nationale vietnamien et qui s'est livré donc à des tortures, des meurtres, aussi à des meurtres par la faim et la maladie. Et Boudarel a continué sa carrière de professeur à la faculté de Jussieu jusqu'au début des années 90 où à la suite de cette dénonciation de cette victime du camp, a donné lieu à une grande opération de l'Action française à l'époque, accompagnée d'ailleurs d'autres organisations nationalistes, pour demander la démission, le jugement de Boudarel. Ils ont porté plainte pour crime contre l'humanité. Je pense que le pire, c'est que ces hommes ont été interrogés, soupçonnés d'avoir menti. Donc imaginez le traumatisme pour un homme qui a vu la mort, qui s'en est sorti, il fait partie des à peine 30% qui sont sortis des camps, d'être accusé à tort. Et étant donné qu'il y a eu un non-lieu, Boudarel a été blanchi, lui-même a porté plainte pour discrimination. Et ça a été quand même incroyable de se dire que cet homme, finalement, s'en est sorti, a touché sa retraite en France, est mort dans son lit, a vécu bien tranquillement, alors même qu'il était responsable d'avoir assassiné, parce que c'était de l'assassinat finalement, nos militaires en Indochine. Rappelons aussi malgré tout, parce que Boudarel était communiste, il était abonné à l'Humanité, je crois même membre du Parti communiste, l'attitude pendant la guerre d'Indochine du Parti communiste, qui accueillait des gens en permission ou des blessés revenant au port de Marseille, où la CGT, le Parti communiste, accueillait ces gens-là au cri de colonialistes, assassins, en leur jetant des pierres, en leur crachant dessus, etc. Et donc le Parti communiste, qui a beaucoup donné des leçons de morale, même parfois antitotalitaires aujourd'hui, sans doute sous l'influence trotskiste, il faut se souvenir de ce passé du Parti communiste. Oui, il faut rappeler aussi que le Parti communiste, dans les usines de fabrication d'armes, en particulier de grenades et autres, les militants syndiqués, CGT ou encartés au Parti communiste sabotaient le matériel à destination de l'Indochine. Et parfois, il arrivait que dans une rizière, un jeune soldat dégoupille ses grenades et trouve au milieu, au lieu d'y trouver de l'explosif, un petit papier avec les salutations des camarades des fabriques de Y ou X endroits. Le mouvement de libération de la femme aussi. Le MLF aussi, c'était... En l'occurrence, c'est Rafano qui en parle, c'était un officier de la Légion étrangère, qui parle de son camarade Parsiani, qui était lui-même légionnaire, qui, lors d'une escarmouche avec le Viet Minh, et la technique, c'était une grenade à droite, une grenade à gauche, on saute, et là, en général, on flingue le type à bout portant. Parsiani l'a fait, il a sauté, une grenade à droite, une grenade à gauche, et là, rafale, il est mort scié en deux. Ces hommes sont restés hébétés, c'est ce qui est décrit dans le livre, en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Rafano arrive en hurlant mais c'est quoi ce délire, pourquoi, expliquez-moi ce qui se passe. Et là, les légionnaires le regardent, lui disent les grenades n'ont pas pété. Et il a ramassé par terre des petits morceaux de papier, mouvement de libération de la femme. Et il s'est dit putain, pour 4 salopes en France, tu te fais flinguer en Indochine. Et là, faut quand même se dire que c'était pas juste saboter un truc anodin, c'était condamner à mort un homme en pleine guerre. Oui, en fait là il faut vraiment souligner du coup la liaison fatale, la proximité du Parti communiste français avec le Viet Minh. Aujourd'hui on célèbre les compagnons de la libération que sont le couple Aubrac. Il faut rappeler que ce sont des salopards, je tiens à le dire, ce sont des gros salopards. Il faut expliquer peut-être aux auditeurs, les Aubrac étaient en fait l'un des parrains
d'un enfant Aubrac était Ho Chi Minh, donc le patron de la révolution vietnamienne, le patron du Parti communiste vietnamien. Il avait des liens anciens avec le Parti communiste français. Il faut se souvenir qu'il y avait une association à laquelle d'ailleurs a appartenu Maître Vergès, qui nous a quittés, et qui l'association en fait des étudiants d'Extrême-Orient, qui agissait à la Sorbonne et qui a été formé par les grands professeurs communistes historiens spécialistes de la Révolution française, les Soboul, les Mathiez, qui ont formé les camarades numéro 1 Pol Pot au Cambodge, qui s'est rendu coupable d'un génocide d'un tiers de sa population, excusez-moi du peu, qui ont formé aussi les militants vietnamiens, et un peu partout en Asie, cette internationale communiste asiatique qui trouvait en France un havre très accueillant, puisque, je le rappelais tout à l'heure, on a commencé avec Malraux, ces conquérants dont parle Malraux dans son bouquin, avaient des liens très puissants, très anciens avec le Parti communiste spécialement français, qui avait pour projet finalement d'exporter ces idéaux à la fois illuministes, ces idéaux des Lumières, ces idéaux communistes, auprès de ces populations réputées à demi sauvages. Il fallait leur apporter les lumières, voilà, les lumières du communisme, et ça a donné les différents conflits et génocides de l'Extrême-Orient, à commencer donc évidemment par le génocide cambodgien, dont on ne peut évidemment passer sous silence tout à fait à cette émission parlant de l'Indochine. Je voudrais qu'on évoque aussi une autre figure importante. On a parlé de Boudarel, une figure positive cette fois, même si son nom a déjà été évoqué, celle de Élie Denoy de Saint-Marc, jeune résistant déporté, et qui lui encore une fois a rejoint l'Indochine, mais je dirais avec le sentiment de poursuivre son combat de libération de la France, en s'en rendant en Indochine pour apporter justement son secours à des populations qui étaient menacées par l'expérience totalitaire communiste. C'est ça qui est très difficile de comprendre. On nous dit souvent dans les médias, un jeune combattant du Viet Minh, finalement, c'est un peu comme un résistant qui veut libérer son pays. Mais en réalité, il ne s'agit pas de ça du tout. Ça, ce sont des apparences trompeuses. La réalité, c'est que le communisme était une expérience totalitaire et que les jeunes gens qui avaient libéré la France de l'expérience totalitaire national-socialiste voulaient la libérer aussi et de l'occupation allemande, bien sûr, la libérer de la présence communiste. Mathieu. Il y avait aussi des jeunes gens qui avaient souhaité, et par des engagements divers, on a vu ça dans la grande famille d'avant la Seconde Guerre mondiale, des militants anticommunistes qui se sont séparés au moment de la Seconde Guerre mondiale, et c'était finalement une lutte fratricide à certains moments. D'autres qui s'étaient engagés non pas contre le totalitarisme national-socialiste, mais contre le totalitarisme communiste, et qui sont eux aussi allés prolonger leur combat en Indochine. Mais c'est d'ailleurs le drame de l'Indochine qui est, à mon sens, le dernier soupir d'une jeunesse qui ensuite a quasi disparu et dont les derniers survivants sont morts ensuite pour une grande partie en Algérie, mais de cette aristocratie, soit de fait, soit de l'esprit en tout cas, qui est de tenue, qui a disparu en Indochine, de ceux qui étaient allés se battre et prolonger ces combats qu'ils avaient pu avoir pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui ont été décimés en Indochine. C'est vraiment dramatique. Vous parliez de Élie de Saint-Marc. Mais continuons sur Élie Denoy de Saint-Marc, parce qu'il a écrit, il a laissé de nombreux témoignages écrits. Il a écrit de très beaux livres, par exemple en dialogue avec Von Kageneck. Il a écrit des témoignages sur l'Indochine. Il a fait un DVD de témoignages, je crois, Anne, Mémoire des champs de braise. Non, ça c'est un de ses ouvrages. C'est un de ses ouvrages. Mais ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est qu'Élie de Saint-Marc n'a pas parlé tout de suite de cette guerre d'Indochine, parce que cette guerre d'Indochine, ça a été une plaie, ça a été une énorme blessure pour lui. Étant donné qu'il fait partie de tous ces officiers qu'on a envoyés dans des petits postes dispersés partout sur le terrain. Ils ont appris à aimer la population, ils en ont fait partie, ils ont appris leurs coutumes, ils ont essayé d'apprendre leur langue. Et c'est des gens d'ailleurs on a abandonné une partie de cette population en les laissant se faire massacrer. Oui, souvent des minorités d'ailleurs, parce qu'on était très présents dans des endroits où les minorités étaient favorables à leur présence française, minorités catholiques, minorités caodaïstes, donc c'est un culte assez bizarre dont le Vietnam est
le seul représentant qui croit à la divinité de Pasteur, de Victor Hugo, de Voltaire et d'autres figures de la littérature française. Donc là, on voit, bon, c'est un truc très comtien. Hein, je pense que c'est Auguste Comte. Je crois qu'Auguste Comte d'ailleurs fait partie du Panthéon. Oui. C'est une sorte de religion comtienne, enfin une sorte d'église scientiste un peu, une bizarrerie. Mais il y avait une minorité caodaïste, au Vietnam. Il y avait aussi toutes les minorités ethniques, les minorités des montagnards, ce qu'on a appelé aussi les Hmong. Et qui leurs cousins continuent de se battre aujourd'hui d'ailleurs en Birmanie, les Karen, et toutes ces minorités montagnardes qui en fait sont les véritables peuples autochtones de l'Indochine étaient très favorables à la présence française. On voit d'ailleurs apparaître dans certains films magnifiques, hein, on ne peut pas évoquer cette Indochine sans parler bien sûr de Schoendorfer, le grand réalisateur sur cette période, ce documentariste militaire qui a ensuite fait une belle carrière dans le cinéma de guerre français, qui a produit de nombreux films sur ce sujet. Je vous renvoie d'ailleurs sur une biographie sur lui et sur ses travaux au livre de Bénédicte Chéron sur Pierre Schoendorfer. Il est l'auteur entre autres de ce merveilleux chef-d'œuvre, la 317e section. Anne, je crois que ça n'est pas pour rien non plus dans votre passion pour l'Indochine. Ouais, ce merveilleux film. Un très beau film qui représente parfaitement ce qui s'est passé en Indochine. Voilà, un film en noir et blanc, avec très peu de dialogue, très peu de personnages, cette belle figure du jeune officier Frey Moulu de Saint-Cyr, joué par Jacques Perrin, et puis le vieux sous-off malgré nous, alsacien malgré nous, qui a combattu dans la Wehrmacht, donc enrôlé de force par la puissance allemande, et qui est le second de ce jeune officier, joué par Bruno Kremer. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, s'il faut commencer quelque part, commencez par là. Et puis alors évidemment, Le Roi au-dessus des nuages, Le Crabe Tambour, Dien Bien Phu, qui a été réalisé d'ailleurs avec le secours de l'armée vietnamienne dans les années 90, chef-d'œuvre aussi à sa façon, encore qu'il soit moins artistique peut-être dans sa forme que la 317e section. Mais voilà, parlons à nouveau de ces Hmong. On voit ces Hmong apparaître dans la 317e section, cette femme, cet homme à demi nu qui guide cette petite troupe pour essayer de fuir les derniers feux de cette guerre d'Indochine perdue par la faute des politiques. Puisqu'on évoque justement ces peuples des montagnes qui ont été martyrisés par cette guerre de conquête du nord sur le sud, je vous propose qu'on écoute maintenant LSD, Tambour et Soleil. Parler de ton pays comme d'une sorte de jardin fleuri où même les filles les plus jolies elles savent se servir d'un fusil, moitié en sarong, moitié en treillis. Là-bas au sud-est de l'Asie, oui, même les filles les plus jolies, elles savent se servir d'un fusil. Rouge, blanc et bleu, tambour et soleil sont les couleurs de Catoulé. Rouge, blanc et bleu, tambour et soleil sont les couleurs de Catoulé. Alors après cet hommage à nos camarades Karen par le groupe LSD, que là aussi vous pouvez écouter avec plaisir parce que c'est un groupe de musique indépendante, de rock alternatif parisien et extrême oriental aussi, puisque Tai Luk est d'origine cambodgienne, je crois, qui a écrit de nombreuses chansons sur l'extrême-orient, sur la guerre d'Indochine, sur le génocide cambodgien aussi, parce qu'il a fait une très belle chanson qui s'appelle Une bardo parisienne sur une réfugiée réchappée des camps de la mort du Kampuchea démocratique. Alors on évoquait aussi hors micro les pertes françaises, ces jeunes gens
était presque seul dans ce grand terrain, dans ce grand théâtre d'opération qu'était l'Indochine, et finalement très peu en revenaient parce que les combats ont été très acharnés. Anne, vous évoquiez le BEP un petit peu hors micro. Vous me disiez des chiffres. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Donc le BEP, le bataillon étranger parachutiste, donc c'est la Légion étrangère, lors du combat de la RC4 et l'évacuation de Kaobang. Donc la RC4, c'était cette grande route qui reliait Langson à Kaobang, on appelait la route du sang, étant donné qu'un convoi sur je ne sais combien arrivait là-bas. Et Kaobang, c'était la ville où tout était permis, où c'était la folie, parce que les hommes dépensaient en une nuit leur solde. Ils se disaient, de toute façon, on repart demain, on ne sait pas si on s'en sortira. Alors, on appelait ça un lupanard géant, en fait. Les types faisaient tout et n'importe quoi en l'espace d'une nuit, ou 24 heures ou 48 heures, le temps qu'il restait. Et la RC4, ça a été les combats les plus violents. Ça a été la mort du BEP sur les... Je ne sais plus combien il y avait d'hommes au BEP, mais plusieurs milliers, je pense. Non, plusieurs centaines, en tout cas. Il y en a 12 qui reviendront après ce fameux combat. Combat de la RC4 qu'on retrouve d'ailleurs dans la 317e section, parce que je crois que c'est autour de la RC4. En partie. Il y avait un très bon livre sur la RC4 qui a été écrit par plusieurs officiers, dont Longeray, il me semble. Et c'est un livre de au moins 500 pages, mais qui décrit très bien... que vous retrouverez sur le blog Orage d'Acier, il y a des fragments du livre de la RC4. Alors... Mathieu, tu voulais aussi parce qu'on en parlait hors micro pendant la pause musicale, évoquer le sens de cette guerre. Qu'est-ce qu'elle représente finalement dans l'histoire de France? Qu'est-ce qu'elle a été pour notre pays? Nous parlions tout à l'heure du prolongement d'un combat qu'avait représenté pour beaucoup d'officiers, sous-officiers et de soldats français, voire d'autres qui se sont engagés. Vous parliez de la Légion étrangère, dans la Légion étrangère par exemple, mais c'était le prolongement d'un combat qui était celui de la Seconde Guerre mondiale et du combat contre certaines idéologies, mais où finalement on a vu pendant la guerre d'Indochine la fin d'un monde, comme nous le disions tout à l'heure, mais plus pratiquement c'est à la fois la fin de la destruction d'une certaine jeunesse, d'une jeunesse engagée, de jeunes militaires français qui ont perdu la vie là-bas, ont perdu l'esprit, ont perdu leur âme. Et dans ce conflit atroce, on a vraiment vu la fin de cette génération. Vous parliez de Kaobang, qui était un lupanard géant. On voit par exemple tous les jeux auxquels s'adonnaient les militaires sur place, qui devenaient fous et qui passaient leur temps comme ils pouvaient. Il y a par exemple le jeu du taureau qui consiste à ce que deux personnes à l'extrémité chacun d'une salle courent l'un vers l'autre, main dans le dos, et se rentrent dans le front l'un de l'autre, et le premier qui tombe a perdu. Ou le jeu du coucou qui consiste à être dans une salle noire avec chacun un revolver, et que le premier crie coucou, l'autre tire dans la direction d'où vient le cri, et donc si le second n'est pas tombé, il tire dans la direction d'où vient l'éclair du premier coup. Enfin, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Et donc ceux qui ne sont pas tombés physiquement en Indochine sont revenus vraiment détruits. Et c'est en Indochine, je pense, le dernier soupir de cette de la furie génération de la furie française, de ces soldats français qui, nous parlions tout à l'heure des jeunes officiers, qui représentaient finalement cette tradition de l'armée française et des officiers français qui à la fois étaient de grands soldats et qui à la fois avaient une vraie conscience politique, qui savaient pourquoi ils combattaient. Et la fin de cette expérience-là, de cette tradition-là, a vraiment eu lieu en Algérie, mais c'était déjà les derniers soubresauts, parce que en Indochine sont morts ceux qui avaient la France chevillée au corps parmi les soldats français, et ceux qui savaient pourquoi ils s'engageaient. Et c'est ça en partie un des drames de l'Indochine, c'est ce conflit-là, par la trahison des élites en France, a tué
une partie de cette jeunesse, et même de certains qui étaient moins jeunes et qui étaient engagés là-bas. Et en plus, où nous avons abandonné ceux qui étaient nos soutiens locaux, des autochtones, et ceux qui, le fruit d'amour souvent défendu, avaient vu le jour là-bas, que nous avons aussi abandonné. Tout à l'heure, Chinois parlait de son papa qui a été orphelin politique. Oui, orphelin politique et qui est venu en France et pupille de la nation, mais qui, si il n'avait pas pu, par des soutiens locaux, venir en France, aurait été chassé, enfin détruit, tué en Indochine. Ça a été le cas, on le voit souvent. Nombreux membres de la communauté indochinoise, enfin maintenant vietnamienne en France, et d'ailleurs ce conflit continue toujours en France. J'en parlais une fois avec Chinois qui me racontait que son papa, donc indo-chinois, à demi indo-chinois, donc c'est ce qu'on appelle les Kongai, je crois. Non, ça c'est pour les femmes de les enfants de Kongai. Qui lui en France avait la possibilité dans certains cas de se rendre dans des commerces de vietnamiens, et dans d'autres endroits absolument pas, du fait de des vieilles querelles. Des vieilles querelles, et que il me semble que ton papa n'a pas pu se rendre pendant de très très nombreuses années dans ce qui est maintenant le Vietnam, à cause de ça. Et c'est vraiment un drame, l'Indochine, pour ceux sur place et pour ceux qui arrivaient en Indochine. Ça a été vraiment ce qui a mis en place le drame suivant, qui était celui de l'Algérie. Ce sera l'objet d'une nouvelle émission. On peut évoquer justement, parce qu'on parlait des enfants, de ces enfants métis, de ces enfants moitié français, moitié indo-chinois, de la figure de Monseigneur Setz. Anne, je crois que c'est un personnage dont vous pouvez nous évoquer rapidement, à grands traits, l'œuvre en faveur de ces enfants. Monseigneur Setz a écrit un livre qui s'appelle Le temps des chiens muets. Et c'est en fait, ce livre, c'est le témoignage de ce qu'il a vécu donc en Indochine, au Vietnam. Et c'est un missionnaire. Il était là-bas, il a vécu, je pense, plus de 30 ans. Il parlait parfaitement la langue du pays. Et du jour au lendemain, il a reçu un ordre d'expulsion des communistes, qui l'ont foutu dehors sans aucune autre forme. Et lui, en fait, décrit dans ce livre, justement, l'arrivée des communistes, ce qu'ils ont fait à la population, tous les gens qu'ils ont soit tués, soit détruits, que ce soit moralement ou physiquement. Et la mort sociale aussi. Et la mort sociale, finalement. Et surtout son arrivée en France, et de se dire, mais en fait, personne ne sait. Personne en métropole n'était au courant de la situation en Indochine, de ce qui s'y passait. Et Monseigneur Setz a consacré toute la fin de sa vie à témoigner et à essayer d'interpeller les gens sur la situation. Et entre autres, il a fait venir énormément d'orphelins, il a fait venir beaucoup d'enfants, dont certains sont des amis de mes parents, et qui disent que sans lui, ils étaient voués soit à une mort certaine. Sinon la mort, en tout cas la misère et l'essolement, parce qu'il y avait beaucoup d'orphelins évidemment, comme dans tous ces conflits. Alors tu évoquais l'ignorance de la métropole. À l'époque, il faut savoir que une famille spirituelle comme Témoignage chrétien, qui a été irréprochable pendant la Deuxième Guerre mondiale, avait été complètement conquise par le communisme, par le climat de philo-communisme ambiant dans les années 50, qui dominait l'intégralité de la vie intellectuelle, politique et journalistique en France. Témoignage chrétien publiait des unes en mettant Ho Chi Minh et titrant « Le Gandhi vietnamien ». Non mais on rêve. On parlait à cette époque-là de la guerre froide en Europe, entre les deux blocs de l'Occident et de l'URSS, mais cette guerre-là bouillonnait partout ailleurs, et particulièrement en Indochine à ce moment-là, où se cristallisaient finalement les crispations du monde entier, et où s'est déroulée une guerre dramatique, fratricide pour partie, d'une violence inouïe, avec des méthodes de guerre nouvelles, de guerre asymétrique parfois, complètement dramatiques. Et alors que le reste du monde vivait l'après-guerre en Europe. Et le début des années des 30 glorieuses, finalement. Oui, et donc un monde assez pacifié ailleurs. Et donc c'est ça qui est dramatique, c'est de voir que ces idéologies-là, ces intérêts se sont combattus dans ce qu'on appelait la guerre froide, et que finalement ailleurs c'était le désastre. C'est vraiment un désastre, l'Indochine. Pour tout ce que nous avons évoqué avant. Chinois.
concernant la question des enfants français, je recommande un reportage qui s'appelle Inconnus présumés français. C'est un reportage tout récent qui existe en fait et qui est lié à ce que disait Mathieu sur la question des kongai. C'est un terme péjoratif pour les femmes militaires. Et donc c'est puisque les hommes là-bas étaient arrivés dès 46 jusqu'en 54, certains pour 8 ans, et donc ils avaient leur famille en France, ils avaient leur famille au Vietnam et ils faisaient des enfants. Et quand ils arrivaient en France, ces enfants-là étaient présumés inconnus. Présumés inconnus, c'est-à-dire que présumés ils étaient nés de pères inconnus. Voilà. Et même aujourd'hui encore, le service, si vous allez au service historique de la défense, il y a aujourd'hui un lieutenant qui a été mis, c'était l'année dernière, en place pour faire des recherches. Mais c'est pour vous dire un peu les drames familiaux finalement. Les drames familiaux, le clair-obscur qui s'est mis, ce voile qui s'est mis en place en disant l'État nous dit, nous ne reconnaîtrons jamais en fait ces enfants. Et aujourd'hui, et je vous cache pas, je vous dirai pas mon nom, mais mon nom a été modifié. Il a été modifié parce que mon grand-père ne voulait pas être reconnu. Et donc pour certaines choses, pour tous les Français, ça a été exactement ça. Et c'est la non-reconnaissance. Et à titre rapide, c'est exactement les mêmes pour les Hmong. Les Hmong qui ont aidé les Français lors de la guerre du Vietnam ont été rapatriés en Guyane dans des camps. Oui. Comme il y a eu des camps en France pour des Vietnamiens. Et on a fermé la porte. Ça y est, c'est fini. On a oublié. Alors il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder évidemment, mais bon, ça peut faire l'objet soit d'une seconde émission, soit d'une chose un peu plus spécifique sur la fin de cette Indochine, en particulier la déroute programmée à Dien Bien Phu, la manière dont le politique s'est débarrassé du conflit finalement en se délestant du problème sur les militaires, en les accusant finalement d'avoir perdu une bataille, et les politiques étaient bien contents de pouvoir présenter cette défaite à l'opinion publique pour pouvoir se débarrasser de la chose. Les complicités à un niveau alors là oligarchique très très élevé entre Ho Chi Minh et Kissinger, qui représentait à la fois les intérêts américains et les intérêts vietnamiens à la conférence de Genève. C'est quand même inédit. Donc là, on assiste à des figures qui dominent finalement l'histoire, qui regardent ces génocides, ces massacres, ces tragédies dont parlait Mathieu à l'instant, du haut de leurs avions qui les emmènent d'hôtel en hôtel, un peu à la façon de Jacques Attali, suivez mon regard. Et c'est tout à fait ça le sens de la défaite de l'Indochine. C'est les débuts en fait de cette grande débandade du monde européen qui commence finalement à Dien Bien Phu. Mathieu. L'Europe et le monde traditionnel a commencé à mourir en 14-18 parce que sa jeunesse est tombée, et dans ce conflit fratricide dramatique qui est la guerre 14-18, dont on fête le centenaire ces années-ci. C'est bien évidemment renouvelé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ce monde traditionnel a été tué pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe, et ensuite il a été tué par nos élites lors des conflits de ce qu'on a appelé ensuite la décolonisation, mais où finalement ce qui se jouait là sur place, c'était pas tellement la colonisation ou pas, oui. C'était la fin d'un monde. C'était fin d'un monde, la fin d'une France, mais c'est la fin d'un monde, la fin d'une civilisation. La fin d'un type humain. Qui est mort. Dans les rizières d'Indochine. Ouais, exactement. Il y a des figures qu'on va évoquer très rapidement avant de se séparer. On a cité quelques noms, mais bon, rappelons-les quand même pour ceux qui voudraient poursuivre cette aventure par la lecture. Il y a évidemment les livres de Pierre Sergent, qui poursuivra lui aussi son aventure en Algérie d'ailleurs. Anne, tu parlais tout à l'heure de Louise Tien. Il y a évidemment la figure de Geneviève de Galard, importante figure féminine, l'infirmière des derniers résistants de Dien Bien Phu, qui a été décorée d'ailleurs ces dernières années avant qu'elle ne nous quitte. Auteur de plusieurs livres d'ailleurs. Je vois également donc le Mal jaune de Jean Lartégui, et puis un autre Jeanne, Jean Hougron. On peut peut-être recommander un ou deux livres. Oui, le Mal jaune de Jean Lartégui est absolument nécessaire à lire, et puis pourquoi pas pour Jean Hougron, La gueule pleine de dents. La gueule pleine de dents, et puis évidemment tous les films qui ont été brossés rapidement, donc la 317e section, Le Crabe-Tambour, Le Roi au-dessus des nuages, et puis les romans aussi de Schoendoerfer, parce que tous ces films ont donné lieu à des romans, ou en sens inverse d'ailleurs, les scénarios ont été publiés, et puis bien sûr le Dien Bien Phu du début des années 90, toujours de Schoendoerfer, et puis les films américains pour poursuivre tout à fait, qui avait été longuement évoqué lorsqu'on avait fait l'émission sur le recours aux forêts,
évidemment peut-être le meilleur film de l'histoire du cinéma, Apocalypse Now. Et c'est sur ces notes que nous nous quittons, chers amis. Je vous dis à la semaine prochaine. Et si c'est ton premier soir, tu dois combattre.